Non, le patronat s'est vautré clairement dans la collaboration et il fait profil bas. Ah oui. Alors, tout le monde le dit, De Gaulle lui-même le disait. Bon. Redis la phrase de De Gaulle. Eh bien, il a dit, c'est dans ses mémoires, il accueille avec résignation la situation nouvelle. Bon. Oui, il a dit aussi, on ne vous a pas beaucoup vu à l'eau. Oui, voilà. Bon, disons que le... Alors, après, le programme de nationalisation n'a pas été conçu dans un esprit, par contre, de revanche contre ces gens-là. Il y a eu des commissions d'épuration, enfin, très modestes. On a surtout cherché à avoir des idées claires sur les gains qu'ils avaient pu faire. De toute façon, il faut bien comprendre l'intérêt que les Allemands avaient en France. Je fais une aparté, mais sur le contexte de la guerre de l'Empire, qu'elle est éminemment politique. Pour nous, la résistance, c'est une résistance politique, plus que militaire. Je vais donner un chiffre rond. 80% de la production française, à partir de 1942, va en Allemagne. Les Allemands, pour faire la guerre quasiment au monde entier, ont 2 points d'appui. L'industrie allemande et l'Allemagne, le Reich, c'est quoi? 70 millions d'habitants, en comptant Alsaciens, Lorrains, Luxembourgeois, Autrichiens. Hein, et même des Polonais, les Polonais de la Poznanie, qui sont carrément polonais, hein, ils ne sont pas allemands du tout, ils n'ont jamais été, mais ils avaient appelé ça le Wartheland, et hop, embauchés dans la Wehrmacht. Ceux qui refusaient d'être allemands, c'est pas bon. Ils ont même recruté, comme allemands, des Slovènes. Une partie de la Slovénie, appelée Carinthie du Sud, a été absorbée dans le Reich. Après l'Autriche. Après, c'est juste à la frontière de l'Autriche, la Carinthie du Nord. Donc là, Allemagne. Ce qu'il y a de la Croatie. Croatie, ça a été différent. Ils ont eu ils ont eu une milice, c'est les Oustachis, Podglavnik, son nom me revient pas en ce moment. Podglavnik, alors ça, c'était... Bon. Mais pour les Allemands, ils ont ça. Qu'est-ce qu'il y a comme truc évolué d'un point de vue économique et industriel? La Bohème, même pas la Moravie, hein, même pas la totalité de l'actuelle Tchéquie, c'est une région développée. La Belgique, enfin c'est pas grand, et il y a la France. Et 80%. Et le grenier français. Alors ça les nourrit. Jusqu'en 1943, les Allemands mangent bien. Ils vivent normalement. On organise encore, ça peut paraître étonnant, des courses de chevaux, des courses hippiques, même de voitures. Modestement, ils n'ont pas d'essence en plus. C'est tout. Ils ont là des ressources. Donc, ils n'ont pas été trop méchants avec les patrons français. Ils les ont, sauf ceux qui ont dû être arianisés. Ça, là, c'était une autre paire de manches pour eux. Mais voilà. Et l'industrie française, elle a survécu. Voilà. Ils ont construit le mur de l'Atlantique, ils ont construit des moteurs d'avion. Donc le patronat ne se fait pas entendre. Il a d'autres choses à faire. Deuxième point, opposition à la sécurité sociale, le corporatisme des professions. Alors, il y a d'abord les non-salariés, d'origines diverses. Agriculteurs, commerçants, artisans, etc., qui ont été tout à fait réticents à entrer dans le système. Mais il y a aussi, et ça c'est plus intéressant, les salariés des régimes spéciaux, marins, cheminots, mineurs, clercs de notaire, toute corporation très importante, estimable, mais qui avaient leur régime spécial et qui n'ont pas voulu rentrer. Mais surtout, d'une manière globale, les fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires n'y tenaient pas, possible aussi que, c'est ce qu'on dit, mais que l'État n'y tenait pas. Parce que le fonctionnaire, même s'il acquiert, par les réformes de 1945, le droit de se syndiquer et le droit de grève, est quand même un agent de l'État. D'accord? Entre 1905, par exemple, et 1945, il y a à peine 40 ans qui se sont écoulés. Et entre la période de Clémenceau ramenant
à une saine compréhension des valeurs républicaines, les grévistes de l'époque et la période de 45, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. L'éducation nationale. Bah, il a épuré les... C'était la MGE. Oui, bien sûr. Ils ont voulu rentrer à Sécu. Non. Et en plus, ils sont devenus des correspondants de la Sécu. C'est des positions de force politique. Alors, troisième opposition, mais c'est la plus déterminée, la plus organisée, c'est celle de la mutualité, et qui au final va remporter très tôt la victoire, finalement dès 1947, avec la loi Maurice, qui bloque l'extension du système. Maurice, c'est l'homme de la ligne Maurice, homme politique de poids. C'est une ligne, plus tard, qui va être construite entre la France et la Tunisie, dans la guerre d'Algérie. Voilà. Il avait été embêté aussi. Enfin, il tirait une entreprise de bâtiment. Bon, c'est un radical socialiste. Grand. Donc, la loi Maurice bloque le système dès 45. C'est quand même notable. Dès 47, pardon. La mutualité, dans ce contexte-là, redoute vraiment la restriction de son champ d'action. On va lui supprimer des fiefs qu'elle tenait. Elle rage, on peut dire ça comme ça, elle est en colère d'avoir été écartée, mais complètement, on ne l'a pas invitée, on n'a pas pensé à elle, de l'élaboration du projet de sécurité sociale. Et enfin, c'est la goutte d'eau, la goutte de plomb de la Somme, d'être écartée du fonctionnement de la sécurité sociale. C'est un peu lourd. À l'époque, dès la publication de l'ordonnance, le président de la Fédération nationale des mutuelles, je ne sais pas retenir son nom, ça n'a pas beaucoup d'importance, les acquaintances philosophiques sont ce qu'elles sont, donc ce président de la Fédération nationale des mutuelles a déclaré au congrès que c'était un programme totalitaire, ni plus ni moins. Oui, mais tu parlais tout à l'heure des francs-macs. On va dire les choses quand même. Je sais pas si... Ah oui, mais dans la mutualité était tenue par les francs-macs. Oui, depuis les premiers mouvements mutualistes ouvriers et les caisses de solidarité, c'est bien la bienséance des francs-macs qui avait pris la tête des mutualités. Et qu'il a encore. Tu penses à Léon Bourgeois et aux solidaristes. Et qu'ils l'ont encore. Bien sûr. Tu as 3/4 des cadres de la mutualité qui sont francs-maçons. Voilà. Tu penses. Et attention, je reviendrai sur le solidarisme. Il ne faut pas voir dans leur action une activité philanthropique. On dira que leur but, c'est de s'améliorer eux-mêmes. Je ne reprendrai pas les phrases d'Anatole France, parce que ce ne serait pas bien. C'était le patronat de la sociale. Voilà. Et donc Léon Bourgeois, qui est théoricien de la théorie, et qui est une théorie qui structure la mutualité, c'est de dire le solidarisme. Bon, Léon Bourgeois, c'est un homme politique un peu oublié maintenant. C'est pour ça que j'ai nommé ainsi qu'un certain nombre d'individus, mais qui méritent d'être connus. Je fais une aparté rapidement sur le personnage. Il fait une carrière, après la guerre de 70, de haut fonctionnaire. Disons qu'il a même pas 40 ans quand il... 35, 36, 37, c'est dans ces eaux-là, 35 ans on va dire. Il est préfet de police. Brillant. Pas Cosman, hein, comme brillant. Il abandonne la carrière administrative et il se lance dans une carrière politique radicale et radicale socialiste. Il va être à l'origine effectivement du développement de la mutualité et à l'origine d'une théorie qu'il appelle le solidarisme. Alors il n'a pas fait de livre par lui-même, il a souvent conférencé, ses propos ont été recueillis, mais le principe de base, donc le mot solidarisme, ça peut paraître sympathique comme ça, mais les mots sont souvent trompeurs. Le principe de base du solidarisme, c'est que dès qu'un enfant vient au monde, chaque être humain qui naît est débiteur vis-à-vis de la société, avec deux conséquences. Il doit, en quelque sorte, par son action, rembourser sa dette, et il doit chercher à s'améliorer dans la mesure de ses faibles moyens. On est d'accord sur l'état d'esprit? Tout à fait. Voilà. Donc voilà pourquoi non seulement il y a des places qui tenaient, qui font
il voit disparaître. Mais il y a aussi un état d'esprit qui n'est pas le même que celui, disons, du mouvement ouvrier et de la sécurité sociale. A priori, hein, ça paraît, bon, comme ça, contradictoire. Ça permet de comprendre, par exemple, dans l'actualité conventionnelle, toute la position de Force ouvrière concernant l'analyse que nous faisons des complémentaires santé obligatoires et qui sont une arme de destruction massive de la sécurité sociale. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une avancée sociale, mais un recul social. Il faut faire très attention à ça, parce que sous prétexte, le vocabulaire est une arme. Le prétexte d'une couverture soi-disant universelle est une arme pour détruire la sécurité sociale. Et dans notre secteur particulièrement, concernant les complémentaires de santé, on est vraiment une proie conventionnelle à dépecer. Voilà, donc c'est pour ça que la précision et l'insistance historique, c'est-à-dire dire de la sécurité sociale que c'est un régime totalitaire alors que des personnes sortent des camps, mais réellement des camps, c'est particulièrement gonflé. Hein. Oui, ces propos ont été repris, d'ailleurs, édité par la CGT sur les jours heureux. Hein. Il y a des aspects aujourd'hui que tu veux voir comment relier à tout ça. Ouais. Non, mais même si on peut critiquer certaines prises de position en disant il y a d'autres sources de financement sont possibles, cette critique sur le président de la mutualité a été reprise dans une brochure de la CGT sur c'est quand même, oui, c'est gonflé. Les gens les voyaient effectivement sortir des camps. Oui, mais historiquement, excuse-moi de faire un aparté, mais c'était les bourgeois qui se sont créés sur les premières mutuelles ouvrières. Oui, tout à fait. Je les appelle comme ça, moi. C'est-à-dire que quand les premières caisses sont devenues un peu importantes, en 34, 35, 36, ils sont devenus les patrons de la sociale bourgeoise. Ouais. Ils sont devenus les bourgeois patrons de la sociale et des mutuelles. Dès cette époque-là, ils ont dépossédé le monde ouvrier de sa caisse de solidarité pour en faire de la mutuelle. Oh, je dirais même avant. Oui, et avec des obédiences donc très fortes de franc-maçonnerie, où c'était des gens qui côtoyaient le patronat. Hein. Voilà. Bon, voilà. Donc à partir de là, ils étaient pourris jusqu'à la moelle. On est enregistré pour tout. Ils étaient enregistrés, pourris jusqu'à la moelle. Et tu verras, moi j'attends la fin, mais on les retrouve là. Oui, non, mais c'est ce qu'on disait sur... Alors, je continue. Moi, je suis long, mais bon. Ça permet de comprendre un peu d'où les problèmes s'originent. Poursuis, Daniel. Poursuis. Oui. Donc voilà. Alors, très rapidement, en guise d'épilogue, certaines professions ont rapidement compris qu'ils n'avaient pas fait peut-être le bon choix. Bon. Notamment les non-salariés. Ils ont... voilà. Ils ont compris un peu leur aveuglement. Les agriculteurs sont trouvés dans une impasse. En fait, leur système est financé par l'impôt. Et ça, il y a plusieurs facteurs techniques. C'est le budget annexe. Alors, ça a peut-être changé maintenant, mais historiquement, c'était un budget annexe, les budgets annexes des prestations sociales agricoles. Et le régime fonctionnaire, finalement, a fonctionné autrement. L'État s'est imposé comme son propre assureur, mais en laissant fraternellement, on va dire, des niches écologiques pour certaines mutuelles. Je pense, la MGN en est une. Il y a des mutuelles de fonctionnaires qui gèrent le risque social pour les fonctionnaires. Sur les correspondances. Alors c'est important cette histoire-là parce que l'État étant son propre assuré, il cotise à rien. Ce qu'on met sur les fiches de salaire par salarié, par patronal, c'est une pure fiction pour un fonctionnaire de l'État. Je précise de l'État. Un policier, un enseignant, par exemple, un douanier, c'est un fonctionnaire de l'État. Il ne cotise pas, en fait. Et il ne reçoit pas un salaire, le fonctionnaire. C'est souvent mal perçu par les intéressés eux-mêmes. Il reçoit un traitement. Et ça, c'est très important. Le traitement, c'est, globalement, la contrepartie de son rang hiérarchique, et pas la contrepartie de son travail. On admettra, bien sûr, que les têtes pensantes travaillent plus que les échelons inférieurs. Mais c'est très différent dans l'esprit.
vous avez telle rémunération, c'est pas votre travail. Le professionnel qui est bien, on voit plein de gens qui disent, ah oui, on va reconnaître notre travail. Mais non, tout à l'heure, on reconnaît dans la fonction publique des rangs hiérarchiques. L'adjudant de la Légion étrangère qui fait crapahuter ses gars, il trime peut-être plus que le commandant qui dirige le bureau de recrutement de la place de Versailles. Il est à un rang inférieur, il a un traitement inférieur. Voilà, c'est le principe. Et puis, l'administration, c'est hiérarchique. Alors, donc, la première grande attaque, on connaît d'autres après, a lieu en 1967. Ce sont les ordonnances de Jeannet qui vont avoir comme conséquence d'éclater le système en 3 grandes branches. Maladie, action de travail, vieillesse et famille. Et de complexifier l'organigramme en ajoutant les termes techniques à une agence centrale des organismes de sécurité sociale qui le représente, un système, alors, des caisses spécialisées dans le recouvrement, ce sont les URSSAF, et une caisse comptable générale, l'UNCANS. Et puis là, je me suis arrêté là parce que c'est en gros le schéma de 67. Je pense que maintenant, avec les méthodes de gouvernance de ceci, de cela, le schéma est beaucoup plus compliqué. Non, non. Non, c'est le même. Non, Il est resté blindé comme ça. Toutes les URSSAF arrivent à la COS, et comme tu n'en as plus que 21 maintenant, c'est tout nouveau avec la régionalisation. Donc, tu as 21 URSSAF, bientôt il n'y en aura plus que 7 interrégionales avec une ACOS, Agence centrale de recouvrement des sécurités sociales, qui dépend de l'UCAS. Non, ça n'a pas bougé. D'accord. Donc ça n'a pas bougé. Non, au contraire, ça se centralise. Tu n'en auras plus que 7 URSSAF. Et pour te donner une idée, l'URSSAF de Bretagne vient d'englober celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tu vois un peu les regroupements. On sent là... Non. On sent là la construction européenne. Et identitaire aussi. Ce sont des descendants de Bretons à Saint-Pierre. Non, mais c'est pour te dire que voilà, on voit des choses bizarres. Enfin bon, est-ce qu'il y a toujours, alors là, tu peux renseigner, est-ce qu'il y a toujours à Saint-Pierre-et-Miquelon un préfet? Oui. Ben oui, parce que c'est lui qui a demandé. Et je sais son nom au préfet, c'est Pierre Perret. Ah, les jolies colonies de la France. Oh, c'est pas vrai, t'es méchant. Donc j'ai vu l'autre jour la demande du préfet de demander à ce que la caisse, parce que dans les îles, c'est la même caisse qui fait les rentrées de cotisation et les reversements. Donc c'est pour ça qu'on ne les appelle pas caisse de sécurité sociale, ni de CEPAM, etc. Elles ont un nom à part. Mais c'est cette caisse qui, sur demande du préfet, demande à l'URSSAF d'être intégrée pour les appels de cotisation parce qu'ils ne s'en sortent pas. Donc ils nous demandent la tutelle de la région Bretagne. Il y a 3000 habitants là-bas à peu près. Oui, il y a à peu près 3000 habitants, il y a 71 entreprises faisant travailler 700 personnes. Mais ils n'arrivent pas à s'en sortir, donc ils demandent à l'URSSAF. Et il y a 10 000 cartes force ouvrière, c'est les tons rouges. Les tons rouges adhèrent en masse, parce que rouge. Mais bon, d'accord. C'est en perdition. J'espère quand même que si les parents disparaissent, les préfets resteront, j'espère. C'est une exception culturelle française. On a bien des députés des Français à l'étranger, on en a 3. Ouais, je sais. Attends, je tiens. Il y a un TPG, on n'a pas eu de vrai problème. Donc voilà. Même un commandant de gendarmerie. Il travaille beaucoup. Il a 10 ans. Mon idée. Mais bon, la lutte contre les conduites addictives locales doit pas être intense. La surveillance des zones de pêche. Oui, il faut s'adapter. Donc, alors, ça c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça introduit le paritarisme. On avait 3/4 de salariés, 1/4 de patrons. On a moitié-moitié. Et on supprime le système des élections. On le remplace par le principe de la désignation. Et donc, voilà, c'est une évolution comme ça, maintenant, une évolution de combat contre la sécurité sociale, contre la solidarité au sens réel du terme, qui se met en place à partir de là, et que l'on voit s'accentuer de nos jours. Alors peut-être que je le fais de manière malhabile, mais des formulations comme d'autres ressources de financement sont possibles, sont de fausses solutions. Il faut vraiment toujours se caler sur la défense du système dans son principe, tel qu'il avait été mis en place à la Libération. Le salaire mutualisé. Voilà. Je peux me permettre Mobilisable à tout le monde. Une digression, excuse-moi, mais
puisque tu en arrives à 67, je sais pas ce qu'il faut que je pose ma question maintenant. Oui. Il y a quand même quelque chose qui m'a toujours choqué, moi. C'est peut-être parce que je suis maintenant arrivé administrateur et que l'histoire de la sécurité sociale est devenue un dada. Il y a quand même, il faut dire, en 40, au moment du CNR, 2 manquements graves qu'ils n'ont pas imaginés et que maintenant on va payer cher. C'était la prise en charge de l'indigence, qu'on appelle maintenant la dépendance, Oui. qui n'a pas été prévue pour la sécurité sociale, et celle du traitement des handicapés. À l'époque, on pensait qu'aux orphelins, on n'a pas complètement, mais on ne les a pas pris en charge au sein de la sécurité sociale de 48. On les a laissés à la bonne disposition des œuvres, qui étaient à majorité catholique. Oui. Et donc, depuis 48, nous sommes le premier secteur à faire une fonction publique avec des financements privés. Mais Si, non, mais je le rappelle à mes collègues, en leur Oui. disant, n'oubliez pas qu'on est les premiers privatisés Oui. de la fonction régalienne de l'État. Voilà, parce qu'on a laissé aux descendants de Saint-Vincent de Paul et à tous ces gens-là, les fous, les vieux, les dépendants, les handicapés, tous ces gens-là. Et depuis, ça n'a jamais été corrigé. écoute, c'est vrai que c'est une question, c'est vraiment une question. Bah, si l'administrateur creuse la question, parce qu'elle est effectivement très intéressante, sur le plan technique, le plan conceptuel. Il y a J'ai évoqué la Grande Guerre tout à l'heure, c'est les poilus, les gueules cassées. C'est vrai que le sort fait aux anciens combattants, héros de la guerre, héros de la paix, était particulièrement injuste. Oh, ils ont eu des médailles, en veux-tu, en voilà. Hein? Mais les pensions de guerre, elles étaient ridicules. Ridicule. Et je vais donner des exemples. Bon, après tout, c'est un peu... Maintenant, bon, c'est vrai, comme disait un comique célèbre, plus le temps passe, bon, il y aura de gens à avoir connu Napoléon, il y a plus de gens qui ont connu la Grande Guerre, mais bon, j'ai une génération née après l'autre, donc je pu discuter avec la génération de mes grands-parents, voilà. Et ils avaient fait la Grande Guerre, leurs frères, les voisins, bon, des gens que je trouvais bien vieux quand j'étais gosse, qui avaient 60 ans, 70 ans. C'était survécu jusqu'à ce âge-là, ce âge-là. Bon, et il y avait tous les gueules cassées. Alors il y avait Digarian Square, le type il avait un bras en moins, oui, sa manche, ou une patte en moins. Ça, c'est un peu bizarre. Mais plus grave, et ça souvent on m'a raconté des histoires réelles. Veuve de guerre. Un gars, alors, bon, je ne veux pas dire ni le contexte, mais bon, c'est pas important. Son mari tombe malade, attrape une escale, bateau, alors, il est mobilisé, il attrape une fièvre jaune. C'est une expédition lointaine. Est-il mort au combat? Non. Madame, vous n'êtes pas une veuve de guerre. Vous pouvez aller vous débrouiller ailleurs. Sportif encore. Un gars, il est gazé. Les gaz de combat qui ont été utilisés pendant la Grande Guerre étaient en fait pas du tout efficaces. Bon, 80% des gens morts sont morts avec le tir d'artillerie. Classique, les shrapnels, plus ceux qu'on n'a pas trouvés, ben, bon, ils ont poussière, tu retourneras à la poussière, ils se sont bien intégrés aux tranchées. La propriété du gaz hypérite, du gaz moutarde, était le suivant, c'est qu'il ne se métabolise pas. Une fois qu'il avait touché quelqu'un, eh ben, il rongeait éternellement. Pas éternellement, jusqu'à ce qu'il gagne le combat. Et combien de types sont morts 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, d'insuffisance respiratoire? Est-ce qu'ils ont eu des pensions? Non. Est-ce que leurs veuves ont eu des pensions? Non. Monsieur, vous travaillez dehors, vous fumez, de quoi vous vous plaignez? Ça existe encore avec ceux qui sont partis en Bosnie. Oui, oui. Mais là, c'était une échelle de masse. Oui. Et c'est vrai que, bizarrement, la Deuxième Guerre mondiale, elle a fourni des bataillons serrés aussi d'handicapés, de mutilés. Et comment Et puis, il y a ont autre chose qui excusez-moi, Oui, il y a autre chose qui me choque. Quand tu regardes la guerre de 14-18, elle a été mortellement violente, on va dire. Mais elle s'est limitée pour le territoire français à une partie du nord et de l'est envahie, c'est tout. Oui. La guerre de 45, c'est l'ensemble du territoire qui est envahi. Oui. Avec, si tu regardes le nombre d'orphelins, autant qu'à 14-18, Oui. mais en plus des orphelins de père et de mère, souvent. Oui. Toute une partie de la population, à cause du grand nettoyage ethnique
qui avaient disparu de père et de mère, donc des orphelins complets. Bien, parce qu'en 14-18, tu pouvais très bien avoir perdu ton père, mais La pas mère, ta mère. il n'y a pas eu de Là, mort féminine. tu retrouves donc une population de jeunes gens, d'enfants, d'ados complètement esselés, et la sécurité sociale. Là, le Conseil de la résidence n'y pense pas. Non, c'est bizarre. Il ne pense pas non plus à la Bon, c'est vrai que les personnes âgées, on en a quand même perdu beaucoup dans l'hiver 41-42, qui faisait très froid. Il ne faut quand même pas charrier. Malade mentaux. Ben oui. Il y pense. Et Manto avait été évacué avant même les Juifs, il ne faut pas oublier, Oui, les Tziganes aussi. Ça, Régis, il y pense après. Ordonnance du 2 février 45. La France n'est pas assez riche d'enfants pour se permettre d'en perdre un seul. Oui. C'est-à-dire, Oui. c'est-à-dire effectivement le primat éducatif, c'est la salle Henri Joubrel, c'est des gens comme Oui, ça, on les intègre c'est la pas, on Prévalet, les etc. intègre pas au fonctionnement de la sécurité Non, non, bien sociale. sûr, voilà. Mais, On les oublie. On les laisse au domaine de la charité de l'État. oui, Oui. il y a et pas nos de- associations. Non mais c'est quand même quelque chose, moi ça m'a toujours éberlué. Oui, c'est vrai que. On reste sur Beveridge, si tu veux. Quoi. Oui, c'est ça. mais- Les fondations à l'anglaise et tout le bazar. Non, mais c'est exact. Et pourtant, et c'est vrai qu'il y a ce. On pense au travail, famille patrie, quelque part. Mais plus travail patrie que bah, non, mais tu vois ce que je veux dire Oui. J'ai jamais trouvé où était le... Et pourtant, j'ai essayé de fouiller des documents. C'est vrai. J'ai jamais trouvé ce qui avait prévalu à ça. Parce que quand il y avait des jeunes, enfin il n'y avait pas d'IME, parce qu'il y avait, comme on dit, les fous du village, comme ça, il n'y avait pas des... Mais non, mais une grande partie des gosses errants comme ça, puisqu'en campagne, sont urbains. Parce que Les orphelins urbains, oui, tout à fait. dans les morts, bon, la France globalement perd pas de soldats, beaucoup. Encore que, il ne faut pas exagérer, la campagne de France en a envoyé dans un monde meilleur, c'est-à-dire les combats en 40, 170 000, ce qui est raisonnable. Quand même, 170 000 C'est en pas très peu mal. de temps. Non, mais il y a, s'ajoute à ça, les civils qui ont été tués dans deux circonstances, par les combats avec les Allemands, qui ont bombardé aussi les villes, qui ont tiré à Voilà, c'est la l'artillerie. première fois où on a des civils sur le territoire qui se font bombarder. Ils en dégomment. Les privations. Les privations, on mange pas. Là, ça, il n'y a pas de problème. On meurt pas de faim, mais enfin, on est à la limite de la survie. Flambe une maladie extrêmement grave, la tuberculose, à cause de ça. Et les résistants Alors, il y a le chiffre, alors après, en tout cas, il y a 20 000 fusillés, 200 000 déportés. Les 70 000 fusillés du Parti communiste, peut-être un peu exagéré, mais en gros, c'est à peu près ça les chiffres. Et peut-être 70 000 ou plus de Français sont morts sous les bombardements américains. Alors, les combats n'ont pas du tout la même intensité. Bon, je n'aurai peut-être pas le temps de vous embêter avec la guerre, là, mais surtout, il faut insister sur l'aspect politique de la résistance, parce que ça n'a pas la même intensité que sur le front russe. Et là, c'est là où la guerre, l'armée allemande a été saignée par les soviétiques, ce qui explique leur poids. Ils ont failli en crever. La Russie, en 1945, elle est une menace pour personne. Elle est exempte. Ils tiennent pas debout. Ils ont, je prends un exemple, c'est Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg et l'ancienne Saint-Pétersbourg. La ville a perdu, c'est le chiffre que les Russes donnent eux-mêmes, 1 million d'individus qui sont morts de faim. Sur une ville qui faisait 3 millions maxi à l'époque, avec les réfugiés. 1 million. De faim. C'est une ville sympathique. C'est la seule qui a une allure européenne dans ce beau pays. Non, mais c'est qui pour chaque Allemand qui est mort au front de l'Est, il y a eu 4 Russes. Ou même plus. Non, mais en gros, je crois que c'est l'échelle. Oh, non, non. C'est phénoménal. Hein. C'est plus. En gros, les Russes ont perdu 20 à 25 millions d'hommes, dont 10 ou 11 millions de soldats. Les Allemands, si on compte, c'est peut-être 3 millions. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 7 fois. Oui, ça fait. 7 fois plus. Ouais. Et c'est En fait, à la fin de la guerre, l'armée russe est équipée en grande partie par les Américains, qui ont fourni pratiquement un tiers du matériel. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans les dernières batailles de la guerre, notamment les batailles intenses qui vont précéder la libération de la Pologne,
C'est l'offensive, je ne sais plus comment il l'appelait, Bagration, contre la Biélorussie. Enfin, pas contre la Biélorussie, mais contre l'armée allemande de Pour Biélorussie. libérer la Biélorussie. Il libère la Biélorussie. Il la coince en pince, et ça a été la pire défaite des Allemands. Ils perdent peut-être, je cite Avranches, la percée d'Avranches, puis je ne cite pas la poche de Falaise, mais les Allemands ont perdu 40 000 bonhommes après 40 000 bonhommes, mais c'est pas grand-chose. En Biélorussie, ils en ont perdu 400 000. Et les Soviétiques, à peu près autant. Dans les combats de Stalingrad, s'il y a 100 000 prisonniers, il y en a peut-être 200 000 qui meurent dans les combats autour, etc., à gauche, à droite, avec dans le lot pas mal de Roumains, d'Italiens qui ne faisaient pas le poids face aux Soviétiques. Les Russes ont perdu sans doute 3 ou 4 fois plus. À la bataille de Biélorussie, les pertes sont équilibrées, c'est la première fois, mais les Soviétiques n'avaient pas plus d'hommes que les Allemands. Et c'est la première fois qu'ils arrivaient à... Encore un mot. Franchir les kilomètres qui vont les séparer de l'Oder, de Berlin, l'objectif de Staline, l'objectif symbolique, ils vont perdre 300 000 kilomètres. Il y a le temps. Ouais. Mais entre Berlin et l'Oder, il y a 70 kilomètres. Pour faire une bande de terre qui va alors de la mer Baltique à la frontière tchèque, voilà. Et donc ça explique aussi la violence des staliniens, des vrais, pas seulement de l'habillage qu'ils ont au sein de la résistance, sur certains aspects de leur politique. Et dans Berlin, les Russes vont peut-être perdre 30 ou 40 000 bonhommes, les Allemands vont en perdre 80 000, ce qui reste de leur armée. Une semaine de combat de rue. Ça donne une échelle. Et ça, c'est quelque chose. Non, mais pour revenir à ce que je te disais, c'est finalement on peut comprendre pourquoi, au moment de la sécurité sociale, les quelques orphelins restants étant dans des institutions plus ou moins voilà, les vieux étant plus ou moins morts ou préjugés par la famille, on les oublie par rapport à tout ça, oui, par rapport à toute cette barbarie, on les oublie. Je crois que c'est Joyeusement. Ça. Et même la France a également été extrêmement touchée. Il faut imaginer qu'il n'y a plus un seul pont en France. À Rennes, il en restait un. C'est près du canal Saint-Martin. Alors c'est plus l'actu. Il a été refait. Mais quand j'étais gosse, c'était encore un petit pont en pierre. Les Allemands ont tout fait sauter. Celui-là, ils l'ont oublié. C'était pressé. Bon. Le caractère idéologique de la guerre. Alors les mots, ils sont un peu toujours gonflés, mais on va dire, comment dire ça, la barbarie nazie, c'est pas le terme adapté, mais l'action des nazis a été perçue, a vraiment frappé la population, pour ce qu'elle en voyait. Et on ne voyait même pas la pointe de l'iceberg. Leur côté obsessionnel et leur violence était extrême. Il y a une chose qui m'a frappé. Bon, le dernier train qu'ils extraient de Rennes, c'est un train qu'ils ont chargé avec les Juifs que la Gestapo avait capturé. Une chose m'avait frappé. Alors, et ça aussi, ça se joue dans l'état d'esprit de l'époque de la libération. On ne pourra connaître que des jours meilleurs, des jours heureux. C'est une petite ville, zone sinistrée, c'est Arras. Bon, Arras, non pas Arras. Je ne retrouve plus. C'est pas Beauvais non plus. Abbeville. Voilà, c'est Abbeville. Bon. C'est vraiment une toute petite ville. C'est pas, ça respire pas la prospérité là-bas. L'activité militaire, l'activité intellectuelle s'il en est, me semble avoir disparu. Mais il restait le cercle militaire, le truc de l'officier. Et il y avait un monument aux morts. Je regarde toujours les monuments aux morts, c'est très significatif. Et il y avait toute une tapée de noms. La Gestapo, qui avait installé son siège social dans le club des militaires, avait nettoyé tous les résistants qu'ils avaient rapidement chopés avant de partir. Ils s'enfusillaient, le lendemain, il n'y avait plus d'Allemands,
enfin, plus de gestapistes en tout cas, ils étaient repartis vers l'Est. À Rennes, ils n'ont pas été doux. Voilà. Je ne sais pas si je continue ou si on se barbe un peu tout le monde. Non, ça va, mais c'est un peu... Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on parle de la sécurité sociale aujourd'hui. Il en reste de tout Non, mais ça. si on parle de tout ça, moi je vois, enfin, excuse-moi, mais je vois bien venir le truc. J'attends parce que je vais dire, moi, toutes les ordonnances qui sont arrivées là, dernièrement, les décrets, je peux te dire d'où viennent les décrets de responsabilité du chômeur, responsabilité de la formation professionnelle, le citoyen actif, sinon c'est pas un citoyen, tu as droit à certaines, encore maintenant tu vas avoir droit à certaines reconversions possibles ou pas, si tu as participé de toi-même à ton employabilité, c'est exactement C'est la même chose. ça qu'on retrouve. Mais le cadre dans lequel j'intervenais, c'était plutôt un cadre historique. C'est-à-dire comment, au terme d'une évolution qui est celle de la lutte sociale, du mouvement social, peu à peu émerge cette volonté d'un système de protection sociale. Ce qu'ils y ont gagné, nos ancêtres, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est tout simplement la vie. C'est parce que ce système permet de financer l'activité médicale que les progrès de la médecine, c'est deux choses. C'est les progrès de la science médicale, mais c'est aussi les progrès des moyens pour la financer. Ce qui fait la différence entre, je sais pas moi, une équipe de soignants en Afrique et une équipe de soignants en France, c'est pas que le médecin congolais sera plus mauvais que le médecin français. Je prends le médecin tunisien, ils sont formés de la même... En tout cas, en Tunisie, infirmier et médecin, c'est une formation équivalente, c'est les mêmes formations. Il y a le plateau technique qu'on pourra mettre en place. Le plateau technique, l'argent, etc. Et ça, c'est important. Je crois, véritablement, je crois que y compris le terme même, tu as dit le mot, Daniel, c'est du côté de la vie. C'est-à-dire que on sort de la barbarie et vraiment une partie des concepteurs du Conseil national de la résistance veut sortir de la barbarie, retrouver des jours heureux au sens propre du terme, et justement cette propension à sans cesse nous faire revenir du côté de la barbarie. Comment? Parce que les gens qui se sont opposés à ce principe égalitaire, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, je veux dire, ce retour à la barbarie, il est à nouveau possible. Quand on sait que 9 plans successifs d'austérité de la Grèce, ça fait émerger un parti nazi, pas un parti populiste. Pas un parti populiste, ça fait émerger obdoré, clairement nazi. Ah oui. Donc le retour à la barbarie n'est pas comment dirais-je, quelque chose d'accessoire. Aujourd'hui, on a des OQTF en France de personnes qui sont majeures protégées, qui ont une déficience avérée, et ça se passe à Rennes. On a adopté en conseil syndical la semaine dernière un communiqué par rapport à des OQTF concernant des personnes qui relèvent de la MDPH. Parce qu'ils OQTF, ordonnance à quitter le territoire français. Hein, c'est les arrêtés d'expulsion. Des jeunes qui relèvent qui ont une double protection. La protection du comme l'a voulu le législateur, le code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire sans condition de nationalité, un jeune qui relève de la protection de l'enfance. Alors, la protection de l'enfance, 6 ans, 21 ans. Hein, 6 ans, avant, c'est la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. La protection des populations. Comment? Je veux dire, on se retrouve. Et ça, c'est pas. Plus le handicap, et on les vire quand même. Il y a le handicap, la double protection du fait du handicap, majeur protégé, et au titre de la protection de l'enfance. Et ben on pète un OQTF malgré tout. C'est extraordinaire. C'est-à-dire la volonté obsessionnelle. C'est-à-dire la volonté obsessionnelle, c'est la question de l'idéologie. C'est véritable. Les personnes qui sont à l'œuvre aujourd'hui, ils ont un projet politique qui est très ancré, qui est très ancien, qui s'origine notamment à Saint-Martin-du-Riage. L'unité d'un homme, Jacques Delors, cadre du régime de Vichy à Saint-Martin-du-Riage, président du Conseil de l'Europe, il a été constant dans son action.
On peut pas taxer Jacques Delors d'avoir été inconstant. Ce n'est pas vrai. On peut lui faire tous les reproches du monde, mais pas celui-là. Entre autres, bon là, j'aurais peut-être pas le temps parce que c'est à peu près aussi long que ce que j'ai dit sur la guerre, et puis j'avais une annexe aussi sur Rosan-Vallon. Oui, je pense qu'on pourrait, pour répondre à peut-être passer directement, parce qu'on a fait une brochure. Alors il y a des oui, il faudra la retaper. Il faudra la retaper. Il y a des précisions que Daniel va préciser, mais on a voulu annexer à ce texte qu'on a transmis aussi à la fédération. C'était la question de identifier un peu qui sont nos ennemis aujourd'hui, qui sont à la manœuvre pour casser cette vraie belle idée. C'est notamment les personnes qui sont à la manœuvre, les laboratoires d'idées qui veulent flinguer la sécurité sociale s'appuient beaucoup sur une idéologie, celle qui est soutenue par Pierre Rosan-Vallon. Et là, Daniel peut en dire quelques mots. Alors, il s'agit, là, c'est bon. Je crois que la barbarie ne se résume pas à des énergumènes, enfin pas des énergumènes, il faut bien dire les choses comme ça, aux gens d'hommes dorés, qui sont effectivement de vrais nazis, qui étaient absolument incroyables, mais vrais. Alors c'est comme ça. Il y a une formule, et ça fera transition avec ce qu'on peut dire, sur un certain courant chrétien social, appelons-le comme ça. L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Donc c'est pas du tout un procès en sorcellerie que l'on fait. On pourrait aussi évoquer ça. On cite souvent, vous savez, dans un autre contexte, alors c'est très à la mode parce que le personnage est revenu à la mode, c'est un arène de la banalité du mal. C'est une réalité sociologique, mais elle donnait comme exemple le bureaucrate qui d'un trait de plume organise comme ça 80 ans les dates. Voilà, un voyage. En Pologne, par exemple, il n'aura jamais vu ses victimes. Il lui-même serait incapable de donner un coup de poing à qui que ce soit. Là, il n'est pas un psychopathe dangereux comme on en voit sévir dans certaines institutions. Les bagnes américains, par exemple, ce qu'était le bagne de Cayenne autrefois, et les camps de concentration qui ont atteint un sommet. On pourrait parler des isolateurs de Sibérie, etc. Elle applique cette même formule. Le pilote d'avion d'un bombardier américain, charmant jeune homme, qui va être envoyé dans les bombardements de terreur. Ce n'était pas forcément l'idée des Américains au départ, c'était celle des Anglais, mais c'est un détail qu'on n'évoquera pas là, et qui rase des civils. C'est la banalité du mal. Il est pris dans un système bureaucratique qui lui fera faire quelque chose que lui-même serait incapable de faire. Après, il justifiera, puisqu'il aura sa médaille, éventuellement la Silver Star, s'il a mordu un pilote de Messerschmitt, mais bon, voilà. Il y a cette barbarie-là. Pour ce qui est du courant, alors là aussi, le corporatisme a été porté, bon, on n'aura pas le temps de l'évoquer, mais il faut le garder en mémoire par quelqu'un comme René Belin, dans un contexte d'élaboration de la technocratie. Avant-guerre, s'était formé un groupe de réflexion qui s'appelait le groupe X-Crise, qui agglutinait des bons esprits, notamment des polytechniciens. Étaient dans ce groupe X-Crise des personnes comme Abellio, un pro-nazi notoire, ingénieur polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, mais aussi le futur ministre de l'Intérieur, Jules Mock, également polytechnicien. Jules Mock n'était pas du tout au nazi, le moins qu'on puisse dire. Oui, d'accord, mais enfin, là, on parle du nazisme. Là, Jules Mock combattu pendant la guerre dans la France libre. Et René Belin était associé à ses travaux. Et aussi, il a dirigé bon, peu importe, un journal s'appelait Atelier pour le plan. L'action. Pourquoi réfléchir sur Pierre Rosan-Vallon? Parce qu'il présente toujours bien un certain nombre de solutions dont on peut dire qu'elles sont de fausses solutions, pour ne pas dire des fois un pacte de soumission de nos chers concitoyens à l'ordre éternel des choses. Voilà. Comment on posait la question? Y a-t-il une nouvelle question sociale, ou derrière cette phraséologie, y a-t-il un retour en arrière? C'est un peu ça, comme ça qu'on pourrait présenter l'ensemble de la réflexion de Rosan-Vallon sur ce chose-là. Bon, pour lui, il estime que lorsque le modèle de la sécurité sociale de 1945 s'est imposé,
C'est en quelque sorte le triomphe de la volonté du peuple. Je le dis comme ça. C'est la volonté du peuple qui impose une réelle solidarité en mutualisant les risques. Mais l'offensive qui commence dès 1945 contre la sécurité sociale se poursuit. Et donc, c'est comme ça. Elle se poursuit. Par qui? Pourquoi? Ça, il ne va jamais l'expliquer. Il y a une offensive contre la sécurité sociale. Donc, il faut repenser globalement le système de l'État-providence. Une de ces formules sera de dire, voilà, je ne l'ai pas développé, mais je le dis comme ça, au fond, et ça c'est une formule qui s'emploie, le système de sécurité sociale, il fonctionne très bien, sous un masque à voile d'ignorance. Au fond, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait rien, on peut être solidaire. Mais à partir du moment où on sait qu'un certain nombre d'individus sont dans la situation où ils sont, parce que c'est de leur faute, doit-on être solidaire? Il faut se responsabiliser. Le système, mais pas parce que des gens bien le voudraient, c'est finalement parce que c'est la nature humaine. Et ça, c'est dit comme ça. Je ne sais pas s'il y a des grands lecteurs. Alors, Pierre Rosanvallon est très produit, sévit toujours dans la revue Esprit, qui a été portée sur les fonds baptismaux par Emmanuel Mounier, le centre Emmanuel Mounier de la FPE, de Kerlan, la faculté privée qui avait été portée sur les fonds baptismaux par Charles Pasqua à l'époque. Le personnalisme, c'est Emmanuel Mounier, c'est aussi Saint-Martin-du-Riage, c'est les cadres du régime de Vichy, c'est encore la même engeance. Et on peut dire des choses terribles comme celles que tu viens de citer, de manière très doctement, pour justifier que les nationalistes bretons se soient votés dans la collaboration. Le linguiste breton, Ropar Semon, dit une chose très, très, très soft. Les peuples minoritaires n'ont pas le choix de leur alliance. On peut dire des choses terribles, très doctement. Et c'est parce qu'on a en face de nous des gens qui disent des choses très doctement, très polissées, avec très lisses, avec des couleurs pastel, la CFDT entre autres, qu'on a une œuvre véritablement essentielle, c'est de démasquer leur fonctionnement. Et ça, ce qui leur est insupportable, c'est qu'on puisse les démasquer et qu'on puisse dire la vérité des prix, confondre l'accompagnement, la collaboration de classe avec la vraie revendication pour le progrès social, pour la redistribution des richesses, c'est-à-dire le fond de l'affaire. Mais attends, excuse-moi, je réagis, mais regarde aujourd'hui. On ne dit pas qu'un chômeur est quelqu'un à qui l'économie, comme on la connaît, prive son statut de citoyen et d'emploi. On dit que c'est lui qui ne sait pas se rendre employable. Oui, c'est ça. Et on te le dit très gentiment. Tu vas pas faire de formation professionnelle, tu vas pas réussir à t'adapter, tu vas rester dans ton métier pendant 20 ans, tu vas pas t'adapter à une éventuelle catastrophe économique de notre secteur, tu vas être devenu inemployable et ce sera ta faute. Parce que tu auras eu un code personnel de formation. Pour les ouvriers, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de dire que leur voisin de palier, c'est un feignant, minima sociaux. Enfin, c'est un truc qui est dans la classe ouvrière aussi, qui est passé, quoi, ce discours. Il y a des vecteurs qui portent ça. Moi, je nuancerai les choses. Le problème sur cette situation-là, c'est qu'effectivement, on est bien obligé de prendre la réalité des choses. Il y a des niveaux de rémunération qui sont considérablement ouverts. Je vais prendre l'exemple de la grève des pilotes d'Air France. Voilà, mais on pourrait tout d'un coup, si des chirurgiens se mettaient en grève, voilà des catégories de personnel qui ont de bonnes rémunérations. C'est pas une blague, 15 000 euros par mois, c'est un salaire de commandant de bord. Bon, la rémunération d'un chirurgien, ça ne doit pas être trop mal. Hospitalier, c'est 4 à 5 000, ça peut être pas le plafond. Ouais, mais enfin. Mais s'ils ont droit à l'eau privée, ils multiplient par 3. Voilà, on est dans cet ordre de grandeur. Ils peuvent faire grève. Les ouvriers vont te dire
Nous, on travaille dans une entreprise adaptée. Voilà, mais ils vont dire ça, les gars, ils vont dire ce qui se passe. Regarde ces mecs, ils ont les moyens. Quoi. Voilà, d'accord, ils vont dire ça. Mais le problème, c'est qu'on n'attaque pas en général, comment dire, des cibles trop lointaines. C'est lointain et c'est quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est inimaginable ce genre de rémunération. On est bien d'accord. La grève a eu deux choses. Ils ont défendu par contre le statut de leur entreprise et donc ils n'ont pas eu l'hostilité de leur entourage syndical et même, je pense, des employés. Ils défendaient le contrat de travail. Il y a un problème terrible. Quelqu'un va aller travailler pour 1 300 € par mois. Il va se lever. Il a des horaires d'usine. Mais il va avoir comme voisine une femme qui va pouvoir cumuler un certain nombre d'aides. J'ai l'exemple IRL, qui va vivre avec 1 100 €. Il va être... Quelque part, ça va le gêner. Il ne lui en voudra pas forcément une hostilité personnelle, mais il aura l'impression de trimer. Il aura l'impression de trimer alors que d'autres triment moins. Et on ne comprend concrètement que ce qu'on voit sous les yeux. C'est un exemple très simple. C'est la modulation de la propagande politique. Je vais prendre un exemple lointain comme ça, il n'y a pas de souci, ce ne sera absolument pas polémique. C'est l'adaptation de la propagande à une situation concrète. Je prends l'exemple de la Chine. La Chine qui a éclaté après la fondation de la République en 1911 est aux mains des seigneurs de la guerre dans les années 20 et parmi tous ces États locaux, il y a la République de Canton qui est dirigée par le Kuomintang, c'est le parti de Sun Yat-sen, un parti progressiste, voilà, qui ne trouve comme alliés que les soviétiques. Le premier type de propagande qui a été faite par certains, c'était de dire, vous, ouvriers paysans, vous êtes la classe fondamentale de la société. On peut lui dire ça. Si c'est le discours officiel de Gomulka, sa tribune, en 1955 ou 56 à Varsovie, tout le monde va être d'accord, parce que faut le dire. Je ne crois pas, et ça s'est passé comme ça, que les ouvriers et paysans chinois ont avalé ce genre de propagande. Par contre, quand la propagande s'est recentrée avec le style, disons qui a été celui des maoïstes là-bas de Tianqi, ça a été très différent. Au fond, ils se sont engagés. Alors ça, là, parce que c'est loin, il n'y aura pas de polémique. Par contre, ça a été effectivement l'application concrète d'une théorie aux situations concrètes, c'est-à-dire raconter des salades sur la classe fondamentale, le contrôle ouvrier-paysan sur les profits des capitalistes et blablabla. Les détachements de propagande de l'armée rouge, une fois qu'elle a été distincte de l'armée Kuomintang, a été tout à fait différent. Regardez celui-là qui ne travaille pas. Regardez celui-là qui vous a prêté de l'argent. Celui-là, c'est votre ennemi. Et c'est ce qu'ils ont appelé dans leur propagande les exposés d'amertume. Concrètement, chacun connaît dans son entourage, bien qu'il y ait, chacun, je dis chacun, un gratteur. Quelqu'un qui gratte. Dans l'action syndicale, on le connaît. Combien de fois on peut être interpellé par des gens qui vont vous dire « Ah, toi qui es au syndicat, tu dois bien connaître ça. Et puis si tu es au syndicat, c'est que tu es bien avec le patron. » Qui l'a entendu? Non? Oui, voilà, vous êtes des planqués, oui, des bureaucrates syndicaux. Alors, à la fois, ça existe, etc. Mais c'est les choses concrètes. Vous n'êtes pas fonctionnaire? Voilà. Fonctionnaire. On m'a sorti fonctionnaire syndical l'autre jour. Ah, voilà, c'est ridicule. Comme si on était payé pour l'État. Oui, c'est ça. Oui, mais alors pourquoi ce discours il prend C'est ce que je dis sur l'exposé d'amertume. Parce que comme ça va mal et que les gens ont du mal, ils vont aller attaquer les règlements de compte à la libération. Alors une autre question. C'est anthropologique. On parlait de Doc Doré tout à l'heure en Grèce, Oui. où les plans d'austérité qu'il y a eu en Espagne et en Grèce, c'est quand même pas rien.
comment se fait-il qu'il n'y a pas eu plus de mouvements sociaux? Il y en a eu en Grèce. Il y en a eu, mais on n'a pas tellement relaté. Non, mais bah oui, mais c'est voilà, comme quand voilà, si tu on veux. on ne l'a pas relaté. on Non, mais relate c'est pas. sûr, mais on a parlé surtout des indignés en Espagne, par exemple, qui sont pas. Voilà, mais ça, c'est ça touche pas au syndicalisme, par exemple. On n'a pas trop relaté les manifestations. Eh ben, c'est comme du on point te de vue dit syndical, qu'Ebola, il n'y a on que a pas- 3000 morts, alors qu'il y en a plein. Bon, après, il y a Les la journalistes, propagande de ils- Poujadas, évidemment, je sais bien. Mais quand même, par rapport aux enjeux, je trouve quand même qu'il n'y a pas eu. Oui, mais je reprends alors un autre exemple. Non, non, c'est bon, excuse-moi, mais je vais formuler autrement ce que tu es en train d'expliquer, j'allais dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est plus facile pour des grands gouvernants qui, eux, gouvernants, alors en tant que gouvernants, autant financiers que politiques. Hein. Moi, j'appelle gouvernants les grands actionnaires. Parce que dans le monde où on est, ils mènent le monde. Et depuis tout temps. Depuis les premiers prix qu'ils ont fait à Louis XI et aux croisades. Donc, je disais... C'est vrai, non ? Je disais donc... Pourtant, c'est l'Inquisition. Donc, si tu veux, pour arriver à ce que les peuples t'oublient quand tu es un très gros, il faut que tu leur désignes une cible plus proche d'eux. Là, c'est les pilotes d'avion, mais ça peut être demain. Ça a été les Juifs en 40 parce que c'était eux qui étaient plus commerçants. Mais non, mais regarde sur quoi on a créé des milices en France. Et les premières casquettes et tout le bazar là, avant-guerre, c'était sur regardez à côté, le commerçant ne travaille pas, il vous pique de l'argent. Or, le commerçant, il travaille, si tu veux, si tu regardes bien comment on l'a corrigé. Donc, c'est quand même faramineux de voir que dans les années 34, 35, 36, les ouvriers pensaient que les commerçants, les propriétaires étaient tous des voleurs. Exact. On était arrivé à ça quand même. Et donc, si tu veux, c'était parce qu'il y avait une immense grande fortune Mais qui est invisible. banquière invisible qui elle, pendant ce temps-là, engrangeait le maximum. On est exactement dans ce cas de figure aujourd'hui. C'est toujours les gens pensent On est toujours la revenu même aux années chose. 37 aujourd'hui. Non. On nous redésigne nos chômeurs, on nous redésigne le petit rentier, mais par contre, personne ne remet en cause les 4 000 milliards qui bougent tous les jours à la Bourse de Paris. Quoi. Et leurs serviteurs les plus proches, les brochettes complètes d'économistes qui viennent expliquer. Alors cela, bon, attends, je dis une chose. Le prix Nobel de la paix, Je dis une chose. Il y a aussi quelque chose. de l'économie. Ouais. Quand Je donnerai un exemple. Pardon. Je vais donner un exemple très concret. Je ne vais pas le donner sur la situation actuelle. Je l'ai évoqué auprès de certains camarades, mais bon. Là, c'est hyper polémique. C'est le sens de la révolte. C'est quelque chose de fondamental. On pourrait parler de l'actualité de la charte d'Amiens, c'est deux aspects. Si il y a des mouvements sociaux, une colère de la population, ça ne tombe pas spontanément. Il faut toute une éducation, une mise en condition, un apprentissage, le développement de la conscience, et elle se fait sur la base de sa propre pratique, une pratique de solidarité. Quand on découvre que c'est la seule solution d'être solidaire au sens réel du terme avec son compagnon de travail, le premier pas est fait. Il faut en avoir les moyens.